On est déjà en direct, hein. Oui, un peu de silence. On peut commencer? Parfait. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce conseil communal, la séance du 24 avril 2025. Je constate deux absents, Mme Mailleux et M. Target. Ah, parfait. Ah, ben voilà. Bonsoir. Voilà, on va commencer avec un point sur les finances et d'abord un point concernant le budget de l'exercice 2025, l'approbation par l'autorité de tutelle, et c'est Mme Plomtou, Mme la bourgmestre, qui a la parole. Oui, donc ici, nous sommes avec une prise d'acte et il n'y a pas eu de modification. Le budget a été approuvé par la tutelle. Merci, mais on nous demande quand même de voter pour communiquer cette décision à monsieur le directeur financier, qui est pour unanimité. Alors, un point concernant l'église protestante de Seille, les comptes de l'exercice 2024, Mme Plomteux. Oui, après analyse des comptes par le directeur financier, on vous demande donc de donner votre avis et de voter pour, puisque le directeur financier a rendu un avis favorable. Qui est pour unanimité. Un point pour la fabrique de l'église de Franc-Marais, les comptes de l'exercice 2024, également une demande d'approbation du Conseil, Mme Plomteux. Oui, en fait, pour les points qui suivent, ce sont tous les comptes des différentes fabriques, donc il n'y a pas vraiment de commentaires puisque l'avis est favorable du directeur financier en date du 10 avril 25. Oui, puisqu'on parle des fabriques, on a un peu avancé dans la discussion sur la rationalisation. Oui, donc nous allons passer par le BEP pour travailler avec nous sur cette rationalisation. Nous avons déjà rencontré le BEP à cet effet au niveau du collège et les responsables qui s'occuperont du dossier ont déjà aussi rencontré les services techniques, puisque la première étape, ce sera d'abord un audit de l'ensemble des bâtiments, que ce soit église, chapelle, etc. Puis à partir de là, nous avancerons alors avec la rencontre des différentes fabriques et des projets de rationalisation. Ça avance. Donc ça concernait la fabrique de Franc-Marais et le suivant, c'est la fabrique d'Injon. On va voter les deux en même temps. Qui est pour? Ok, unanimité pour les deux points. Et donc on passe au point 5, le règlement redevance pour la location de la salle de la fabrique. Il est donc un règlement entré en vigueur jusqu'au 31 du 12 2025 inclus. Et c'est Mme Paradis qui présente le point. Voilà, donc il s'agit ici de fixer le règlement redevance pour la location de la salle de la fabrique. Donc vous avez vu qu'il y a différents tarifs qui sont prévus. Donc redevance qui est fixée en fonction du tarif horaire d'une journée complète et une option forfait en fonction de la salle demandée et occupée. Et plus loin, nous verrons le règlement d'ordre intérieur, donc toujours lié à la fabrique ici. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le règlement redevance. Merci. S'il n'y a pas de questions ni de commentaires, on passe au vote. Qui est pour? Ok, tout le monde. Alors le point suivant, c'est l'octroi d'un subside en numéraire à l'ASBL Ferney Events pour le Ferney Music Festival. Et je vais vous laisser, ainsi que M. Purnaud, puisque nous sommes administrateurs de cette ASBL. J'attends qu'il sorte de séance. Le point sera donc présenté par M. Sommeville, l'échevin en charge des festivités. Voilà. Donc, nous vous proposons donc d'octroyer donc au Ferney Music Festival, donc à l'ASBL Ferney Events, un subside exceptionnel de 3 000 € pour pouvoir leur permettre de continuer à exister suite à leur première édition de l'année passée. Pour réexpliquer un petit peu ce que c'est ce festival-là, sa finalité et le contexte. Donc le but, c'est de promouvoir des artistes locaux de Fernelmont, donc
essentiellement, donc tous les groupes doivent avoir au moins un artiste qui vient de Fernelmont pour se produire. Donc c'est vraiment une mise en avant de la culture et de la musique locale. Cette année, ils vont se recentrer sur les fermes décentralisées dans lesquelles ils ont joué également l'année passée. Donc il n'y aura plus de lieu central comme il l'avait l'année passée au château de Fernelmont. Et donc voilà, ce subside a pour but de pouvoir donc prendre en charge donc voilà tous les coûts assez importants que ce genre de festival peut avoir. Et on rappelle également que les membres de l'ASBL sont des personnes issues de tous les villages, de différents milieux, qui sont assez nombreux et qu'ils travaillent en collaboration avec tous les comités des fêtes, des différents villages. Donc c'est un événement qui touche aussi toutes les associations de Fernelmont qui y participent. Voilà. Oui, monsieur Anquet. Oui, voilà. D'emblée, je vais dire qu'on va voter pour, parce que c'est vrai que c'est un chouette projet. Mais c'est vrai que on a, chaque année, on vote le budget pour les différentes associations. Pendant des années, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on octroie les subsides? On est parvenu, in fine, à trouver une formule qui satisfaisait tout le monde. Mais ici, en fait, on n'en a pas parlé, on sait bien qu'il existe, on n'en a pas parlé lors du budget antérieur. Et puis, ma crainte, alors que je trouve le projet très bien, et puis tout de suite, ma question n'est pas politique, parce qu'ils sont sortis, mais il y a des gens de notre groupe qui sont dans l'administrateur et dans le comité, donc ma question est plus générale. Je me dis, est-ce que tu ne crains pas, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des récriminations pour iniquité de distribution de subsides? Parce que si je prends, par exemple, tous les comités des fêtes, bon, Fortville vient de faire Fortville à l'ancienne, ce sont des gens qui se mobilisent énormément, qui font des activités tout au long de l'année. Je pourrais prendre aussi un jour, je pourrais prendre en petit, etc. Et quand on voit ce qu'ils reçoivent comme subside, c'est 150 €, les arguments que tu as avancés, on peut les octroyer aux autres comités. Et donc, est-ce qu'on ne risque pas de décourager les autres comités quand on voit qu'on donne autant à faire l'organisation des concerts par rapport à l'investissement que tous les autres font, quoi. Donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est pas la qualité, c'est pas l'investissement, c'est l'iniquité de distribution des subsides. Donc, est-ce que tu vas leur répondre si tu es interpellé par eux, en fait, hein? Donc, on m'a déjà posé cette question-là, donc j'ai eu l'occasion d'y répondre. Donc, ici, il faut voir que c'est un subside exceptionnel. Donc, ça sort du budget ordinaire. Donc, dans le budget ordinaire, c'est là qu'on répartit une enveloppe fermée à tous les différents comités en fonction de leur nombre de membres, leur taille, etc. Différents critères qui leur permettent d'obtenir un score et de se répartir cette enveloppe fermée de manière annuelle. Ici, c'est un subside exceptionnel, donc le but n'est pas d'avoir une récurrence où chaque année on va devoir donner ça, etc. On sait bien que l'année passée, ils n'ont pas réussi à avoir de grands bénéfices, donc ça veut dire que sans ça, voilà, c'était une mort certaine. Donc c'est pour voilà, leur permettre de continuer à exister et de faire leurs preuves encore cette année-ci. Donc c'est quelque chose de vraiment nécessaire, sinon le projet ne pouvait plus voir le jour. Donc voilà, c'est vrai que leur événement est assez coûteux voilà, pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc voilà, on pourrait donner un exemple par contre qui a très bien marché et qui était dans la même démarche, c'est quand on a soutenu le comité des jeunes pour les Jeux intervillages jeunes. Ils ont d'abord décroché un subside, oui, le subside jeune qui avait été créé spécialement il y a déjà, c'était il y a 3 ans que ça avait été créé, ils l'avaient obtenu. L'année passée, on leur a donné un subside exceptionnel. Et cette année-ci, ils vont pouvoir presque vivre de leurs propres ailes, voler de leurs propres ailes, vu qu'ils ont réalisé voilà, des bons bénéfices, ils ont réussi à augmenter leur nombre de membres, la dynamique est super bonne, et donc ils vont pouvoir vivre voilà, sereinement et presque seuls, même si on continuera à les soutenir comme on peut, ou de manière logistique, matérielle, ou avec un subside là, à l'ordinaire qu'ils ont obtenu en tant que comité. Mais voilà, ça permet de lancer
des activités, et c'est surtout dans les débuts qu'ils en ont besoin. Et là, c'est l'année 2. Donc voilà, le but n'est pas de créer une récurrence, ce sera chaque année un montant pareil qui est vraiment exceptionnel. Oui. Juste quelque chose, par exemple, quand on revient sur les jeunes, il ne faut pas oublier les jeunes, contrairement par exemple ici dans le cas, ils font une soirée, enfin, ils essayent de faire des événements entre leurs organisations pour justement récolter des fonds. Moi, c'est juste ça qui m'embête un petit peu dans l'histoire, c'est qu'en fait, il y a un événement en septembre, puis un événement en septembre. Entre, ils pourraient, je sais pas moi, vendre des lasagnes, vendre des boulettes, j'en sais rien, mais trouver une solution aussi pour essayer de se subsidier aussi un petit peu, parce que les jeunes, ben, par exemple, ils font maintenant leur soirée de Saint-Valentin, ben, voilà, ils essayent d'apporter un plus pour justement ne pas venir à chaque fois toquer à la porte et venir chercher des sous, quoi. Et un peu ce que tous les autres comités font, ben, ils essayent un peu de gratter un peu partout pour arriver à s'en sortir, quoi. Pas toujours aller toquer à la porte la plus facile, entre guillemets. Enfin, voilà, moi, c'est juste ça que je veux dire. Que, allez, même Monsieur Mac, avec son subside vélo, ben, c'est vrai qu'il a eu un subside la dernière fois. Mais allez, il faut toute l'année, ben, il travaille pour arriver à s'en sortir. Voilà, et là, ben, c'est normal qu'on les aide une fois, parce que malgré tout, ben, il y a un travail qui est fourni derrière. Moi, ici, ce qui m'embête un petit peu, je trouve que pendant un an, on n'en entend quasi pas parler. Et voilà, enfin, voilà, c'est mon avis en tout cas pour la chose. Voilà, ben je m'entends bien. Je pense qu'il faut peut-être aussi en discuter avec eux et leur dire peut-être d'essayer de trouver l'une ou l'autre activité supplémentaire pour. Je pense que Maxime a bien expliqué le fonctionnement du subside, qui est un subside exceptionnel. Le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Et surtout pour leur laisser, je pense, une deuxième chance. Il ne faut pas oublier aussi voilà, qu'on parle quand même de culture et je trouve que voilà, ça, vous l'avez bien introduit dans votre mot au tout début. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir soutenir cette culture et les jeunes de chez nous qui font aussi bien de la musique qu'autre chose. Mais j'entends aussi vos remarques. Madame Mailleux. Ben, je voulais rebondir là-dessus. Vous avez amené un point qu'on t'a amené. Est-ce qu'on peut peut-être simplement envisager d'accorder le subside à condition que, soit cette année ou l'année prochaine, justement, il y ait une recherche d'autres moyens de financement d'un autre côté, autre que ce subside-là, si jamais ils avaient à revenir demander l'année prochaine. Oui, voilà, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'ils se démènent quand même pour avoir des subsidiations externes, que ça vienne d'autres, voilà, là, au niveau de la province, mais pas que. Ils sollicitent aussi des entreprises privées pour avoir des sponsors. Donc oui, ils se bougent quand même déjà pour faire ça. On aura l'occasion, voilà, d'en parler avec eux ou de leur suggérer un truc ou l'autre, mais je pense que ils n'attendent pas que ça tombe du ciel. Je pense qu'ils ont compris comment organiser des événements et je crois qu'ils vont plutôt demander, enfin, frapper à toutes les portes et pas que la nôtre en attendant que ça tombe. Donc là, je crois que c'est pas nécessaire. Et en plus aussi, ils sont tous investis dans leurs propres associations. Donc c'est quand même un fameux boulot, je veux dire, de bénévole quelque part. Voilà. Justement, Oui. je ne voudrais pas qu'on termine sur une note négative. Franchement, chapeau au boulot qu'ils réalisent. Et c'est vrai que, parce que je le sais par ailleurs, j'organise à peu près la même chose, les groupes demandent de plus en plus cher. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir des groupes qui attirent de la foule, mais qui demandent très cher. Mais voilà, retenons quand même que le mot exception, s'il est répété plusieurs fois, il n'est plus une exception. Voilà, je pense qu'on peut alors clôturer le point si vous n'avez pas d'autres questions ni remarques. Qui vote pour? Unanimité. Merci beaucoup. On peut peut-être voilà, faire rentrer le président. Le point suivant concerne l'octroi d'un subside en numéraire à l'ASBL CFR et c'est Madame Plompteux qui prend le point. Je le prends,
Voilà, donc là ici donc c'est le club des entreprises de Fernelmont. Donc on leur octroie donc un subside de 500 € pour cette année. Donc pour petit rappel, donc le club des entreprises de Fernelmont n'est pas que un club des entreprises du zoning, ça concerne toutes les entreprises et les indépendants de Fernelmont. Donc ça c'est ouvert à toutes ces personnes. Et il y a une nouvelle dynamique dans le CFR, vu qu'ils ont un nouveau président, de nouvelles idées. Et donc, voilà, on a eu l'occasion voilà, de les rencontrer. Et voilà, il y a une dynamique nouvelle qui s'installe. Oui, Madame Mailleux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les enjeux qui y sont discutés? Merci. Voilà, j'ai rencontré donc le nouveau président qui est Monsieur Fréture. Donc, il fallait vraiment y avoir redynamiser le CFR. Et donc, ils organisent des conférences au sein des différentes entreprises pour le moment du zoning, avec des sujets divers, que ce soit la taxation, tous des sujets en fait qui intéressent les entreprises. Ils font ça une fois par mois, ils font une tournante pour le moment dans le zoning, mais ils invitent l'ensemble des entreprises de Fernelmont, et ils comptent d'ailleurs relancer un peu, ils nous ont demandé vraiment de travailler avec eux au niveau communication pour essayer de toucher encore plus d'entreprises de Fernelmont et ne pas simplement penser que le CFR est le club des entreprises du zoning de Neuville-les-Bois, mais aussi celui de Mécalis et des entreprises de Fernelmont. Je trouve qu'il y a une belle dynamique, il y a de belles idées. Voilà, je pense que c'est important également de les soutenir pour l'organisation de ces différents événements. Ça permet aussi, ce qu'ils disaient, ça leur permet aussi de se connaître entre eux. Ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils cherchent parfois des fournisseurs bien loin, alors qu'ils existent à Fernelmont. Donc c'est une occasion aussi d'échanger et de voir ce qu'il existe sur notre territoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est bien, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est chargé. Je veux dire, vis-à-vis du zoning, ce qui est le gros problème, c'est que même dans les entreprises internes au zoning, ils ne connaissent pas ce qui se passe à côté de chez eux. Que ce soit aussi bien de Fernelmont que de Petit Ouaret, parce qu'on est quand même le zoning des deux. Et je pense que là, il y a quand même un gros problème vis-à-vis des gens qui travaillent dans le zoning. Ils ne savent pas qui est à côté, qui fait quoi. Et là, ça peut être une bonne chose vis-à-vis de ces faits. Justement, et je partage tout à fait, Marc, tes propos, parce que ils ont justement relevé cette problématique, et donc ils comptent aussi faire une sorte de petit document qu'ils enverraient à l'ensemble des entreprises, avec le nom des entreprises, les coordonnées, ce qu'ils font. Voilà, je pense que là, la dynamique est là, et c'est vrai que c'était un des problèmes aussi relevés. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tous beaucoup occupés, donc ils ont parfois du mal à consacrer un temps de midi à aller à une conférence et faire connaissance avec d'autres entreprises. Ils ont déjà essayé toutes sortes de formules, une fois à midi, une fois à 17h, une fois à 18h. Mais voilà, c'est pas évident. Mais je partage aussi tes propos. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Le point suivant, un octroi d'un subside exceptionnel à la 31e unité SCOUT de Neuville-les-Bois pour l'amélioration et la sécurité des infrastructures d'accueil. Monsieur Sombville. Voilà, donc comme vous le savez peut-être, donc pour les scouts ici de Neuville, juste à côté de la commune, pour éviter les problèmes de mobilité ou de sécurité, on a fait en sorte de pouvoir ouvrir les parkings ici communaux pour qu'ils aient un accès direct à la prairie derrière quand les parents viennent conduire les enfants. Ben, c'est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus facile. Voilà, il y a moins de danger, ça gêne moins les riverains au niveau de la route. Donc c'est un système qu'on a mis en place depuis plus ou moins 2 ans et qui fonctionne assez bien. Maintenant, évidemment, quand les parents veulent monter, ben, c'est un petit talus en herbe. Pour les enfants, c'est bien amusant, mais avec la météo belge ou une journée comme aujourd'hui, ben, ça peut être un peu glissant. Donc pour que les parents puissent accompagner les plus jeunes ou pouvoir voir les rassemblements, etc. Le but était donc d'aménager le talus
et la zone herbeuse de la fin de la prairie des scouts pour pouvoir faire une zone, un petit sentier en gravier pour que les parents puissent également monter, voir les rassemblements, voilà, aménager de manière plus conviviale et plus sécurisée aussi encore la partie arrière de la prairie. Donc voilà, c'est un subside partiel pour leur permettre de réaliser ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Alors, on entame le chapitre des intercommunales. Et le premier point concerne l'intercommunal IMIO, l'approbation des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 10 juin. Donc, il y a un certain nombre de points qui sont proposés à l'ordre du jour. Je les rappelle. Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration et approbation des comptes 2024. Présentation du rapport du collège. Décharge aux administrateurs. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. Démission d'office des administrateurs. Règles de rémunération des administrateurs. Et renouvellement du conseil d'administration. On vous demande d'approuver les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Au chapitre ASBL et commission communale, le premier point conseille le Conseil consultatif communal des aînés, la désignation des membres pour la prochaine législature, donc 2025-2030. Je laisse la parole à Madame Javot. Oui, très brièvement, on ne va pas s'étendre très longuement, mais donc le Conseil consultatif des aînés existe depuis 2008. Et ici, vous avez pu prendre connaissance des renouvellements donc des membres, des candidatures qui ont été posées. On a pris tout le monde. Et on a déjà eu notre première réunion avec la désignation donc, de l'exécutif du Conseil des aînés. Et on aura donc comme présidente Rosemary Laurent, qui était déjà présidente de la législature précédente, Bernard Dutilleux et Louis Lambert comme vice-président, Chantal Hannet comme secrétaire et Josiane Fontinoy comme secrétaire adjointe, ce qui peut assurer la continuité du fonctionnement du Conseil des aînés, qui est plein de projets. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, qui est pour? Voilà. Unanimité. Alors, un point concernant la commission de constat des dégâts aux cultures et la désignation d'un expert agriculteur et de son suppléant. Madame Paradis. Oui, donc ici, il s'agit de ratifier une délibération prise par le collège et donc qui désigne 2 agriculteurs de la commune qui avaient répondu à l'appel lancé dans le cadre de la commission aux dégâts agricoles. Donc, voilà. Oui, Madame Mailleux. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les critères qui définissent, qui font qu'un agriculteur est considéré comme un expert? Merci. Soit agriculteur dans le cadre de la commune de Fernelmont. Ça, c'est déjà le premier critère. Et ici, ça avait été lancé auprès de tous les agriculteurs de la commune. Donc, il n'y avait pas de critères spécifiques au sein des agriculteurs même. Du coup, quelqu'un qui s'installerait, qui serait installé depuis seulement quelques années, pourrait se retrouver dans cette commission? Pourrait être expert, oui. Okay. Pas d'autres remarques? Alors, je vous demande d'approuver donc la désignation de Monsieur Jean Delcourt et Monsieur Olivier Dutilleux. Qui est pour? Unanimité. Le chapitre patrimoine, le point concernant le règlement communal particulier d'occupation des salles du bâtiment La Fabrique. Madame Paradis. Voilà, donc après le règlement redevance, ici, il est question du règlement communal particulier donc pour l'occupation des salles, où on définit les modalités de demande d'autorisation, les interdictions prévues, la question des assurances, responsabilités, etc., comme dans le cadre des autres salles communales, avec un règlement spécifique ici pour la fabrique, eu égard aux locaux, à la composition du bâtiment et au matériel informatique et autres qui se situent dans les différentes salles. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Madame Mailleux. On est ravis de voir ce document sortir.
On se demande juste si vous avez prévu de faire le point après 1 an, par exemple, quant à l'usage de ce bâtiment, voir si la distribution qui a été envisagée fonctionne bien, ce genre de choses. Même peut-être pas nécessairement après 1 an, on verra un petit peu en fonction de l'utilisation et de l'affectation du bâtiment, oui. D'autres questions? On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Alors, on ouvre un autre domaine, la police administrative. Et le premier point concerne le placement de caméras mobiles au cimetière d'Amptine suite aux actes de vandalisme. Madame la bourgmestre. Oui, donc je ne reviendrai pas sur ces actes de vandalisme qui ont eu lieu entre le 6 mars et le 7 mars. Nous vous avions déjà parlé et proposé de pouvoir y mettre une caméra mobile. Cette caméra, elle est déjà autorisée dans les lieux de dépôt de déchets, etc. Mais chaque fois, nous devons revenir au conseil communal car voilà, il y a un règlement à respecter. Nous devons aussi consulter le chef de zone de la police pour voir s'il est d'accord ou pas. Celui-ci a remis un avis positif en la matière. Donc nous vous proposons ici donc de pouvoir aussi donner votre avis positif concernant l'installation de la caméra de surveillance qui est temporaire et déplaçable, donc elle ne sera pas toujours sur le cimetière, elle y sera à des moments déterminés, et il y aura évidemment tout ce qui est avertissement, comme quoi une caméra est placée. Donc nous avons toute une réglementation à suivre, celle-ci sera évidemment suivie. Oui. On est d'accord qu'il est vraiment nécessaire d'agir suite à ces actes de vandalisme. Ça peut pas se reproduire. Pour autant, on n'est pas convaincu par la proposition que vous nous faites là, parce qu'en gros, concrètement, à chaque fois qu'il va y avoir un acte de vandalisme quelque part dans la commune, la proposition va être de mettre des caméras. Et on va s'arrêter où? En gros, à un moment où est la limite avec la vie privée? On va se retrouver à pouvoir filmer tout le monde dans des situations diverses et multiples. On n'est pas pour cette stratégie-là. D'autant plus que cette caméra n'y sera pas tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas simplement se contenter de mettre un écriteau qui annonce qu'il y a une caméra? Parce que bon, ce serait quand même... laissez-moi terminer, s'il vous plaît. La parole est à Madame Mailleux. Si l'idée est que ça soit simplement dissuasif, ce qui je crois est le cas, l'écriteau pourrait suffire d'une part, et d'autant plus, ce serait quand même bien échu que juste après qu'il y ait eu un acte de vandalisme dans ce cimetière, d'autres personnes viennent dans ce même cimetière provoquer d'autres problèmes. Donc, voilà. Je ne partage pas évidemment votre avis, puisque ce n'est pas la première fois. Donc voilà, donc ça fait déjà plusieurs fois qu'il y a des actes de vandalisme dans ce cimetière. Alors je pense qu'annoncer aux auditeurs, enfin pas aux auditeurs, à ceux qui nous regardent, aux citoyens, comme quoi on va mettre un panneau mais qu'il n'y aura pas de caméra, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et une caméra qui ne sera pas là? Je pense en tout cas qu'une caméra qui n'est pas toujours là, mais à des moments voilà, choisie par l'administration et par l'agent qui est en charge, est une solution. Mais ce n'est pas non plus la solution idéale, et on ne peut pas vous garantir non plus que grâce à cette caméra, évidemment, il n'y aura plus d'actes de vandalisme, comme il n'y aura plus de dépôts sauvages, comme il n'y aura plus d'actes d'incivilité. Malheureusement, ben voilà, je pense que c'est l'éducation qui doit être là, l'éducation permanente. Mais voilà, je pense que c'est peut-être pas une des solutions, mais c'est une proposition. Et au niveau, en tout cas, de la majorité, on la soutient fermement. Bah, soyons d'accord de ne pas être d'accord, alors. Ce qui me paraît fou, vu qu'apparemment, vous n'êtes même pas particulièrement convaincu quant au fait que ça va fonctionner. Mais bon. Bon, alors, madame, dites-moi un petit peu comment on pourrait dire qu'il n'y ait pas de vandalisme du tout, voilà, et être à 100% sûr qu'il n'y ait pas de vandalisme, même s'il y a une caméra. Il y aura peut-être encore du vandalisme aussi. Alors,
je ne sais pas, je ne comprends pas bien votre manière de réfléchir à cette problématique, mais je pense qu'en restant et disant qu'il ne faut rien faire, ce n'est pas la solution non plus. Je ne vous ai pas suggéré de ne rien faire. Vous avez Je dis suggéré juste quoi? que je ne suis... Alors, je n'ai rien proposé, Ah, j'en voilà. conviens. Dites, c'est pas mon boulot de faire des propositions. Je donne mon avis sur... Ah, mais si, être conseillère communale, c'est aussi votre Oui, boulot. déjà, proposer. m'opposer aux propositions que vous Oui, faites en j'entends. expliquant mon avis et discutons-en si vous voulez des propositions. Mais c'est facile de me demander à moi seule de venir vous faire une proposition. Écoutez, madame, là, nous sommes en train de travailler et nous faisons une proposition. Si on n'avait rien fait, vous seriez peut-être revenu en disant « Mais qu'est-ce que vous faites, madame la bourgmestre ?» Donc là, nous vous proposons une solution. Ok, c'est bien, vous travaillez à trouver des solutions là-dessus. Je vous félicite. Pour autant, je ne suis pas d'accord et le groupe écolo n'est pas d'accord avec ce que vous proposez. Ça, je l'entends bien. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nos propositions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Mao. Merci. Nous, on salue la mesure, bien évidemment, puisqu'on avait soulevé le point au précédent conseil. Ceci étant, le site est un peu particulier, parce que, comme vous le savez tous, il est vraiment très retiré du village, et il est fort exposé peut-être à ce genre de choses. Donc moi, je voulais savoir si, à terme, il y avait une réflexion qui pourrait être menée sur une, entre guillemets, sécurisation plus importante de l'endroit. Parce que de par sa situation, il est fort exposé à ce type de problème. La deuxième chose, c'est que, juste un point de réflexion personnel, c'est qu'il y a un panneau à l'entrée du cimetière qui indique qu'il est sous surveillance. Il y a également une barrière qui est toujours ouverte. Alors je sais que fermer la barrière, ouvrir la barrière, c'est toute une problématique. Maintenant, je me posais quand même la question de la responsabilité de la commune sur ces deux points-là. Et là, je vais peut-être m'opposer un peu à Laura. Parce que pour moi, si on met un panneau et s'il y a une enceinte qui est censée sécuriser avec une barrière fermée, etc., on doit quand même respecter un minimum les éléments qui sont placés, c'est-à-dire respecter, le panneau qui indique qu'il y a une surveillance, et deuxièmement, fermer la barrière. Là, j'y suis passé juste avant de venir, et la barrière était de nouveau grande ouverte. Alors, je sais, et je n'en disconviens pas du tout, que techniquement parlant, c'est très très compliqué à mettre en œuvre. Néanmoins, sachant que les tombes, sépultures et autres monuments funéraires sont la propriété des familles des défunts, sachant que s'il y a dégâts aux sépultures, c'est la famille qui va devoir intervenir, souvent de sa poche parce qu'on n'est pas assuré. Je me pose la question, à moyen terme, de quelle pourrait être la responsabilité de la commune si on ne réfléchit pas à la chose de manière plus importante. Ça se veut ici constructif, c'est simplement un constat, j'ai regardé un petit peu, et c'est des questions simplement d'assurance. On sait tous que si on part de chez soi en laissant les clés sur la porte et que des voleurs rentrent, vous pouvez être assuré tant que vous voulez, vous ne serez pas couvert. Donc ici, je soulève juste le problème de me dire, voilà, il y a des éléments qui sont là, panneaux et barrières. Si on laisse la barrière grande ouverte et que, je le répète, n'en déplaise à Laura, on ne respecte pas ce qui est indiqué sur le panneau, est-ce qu'à un moment, la commune ne risque pas de se retrouver responsable vis-à-vis de ses citoyens? Simplement, je vous remercie. Monsieur Deter, à vous répondre. Oui, donc voilà, le panneau, donc je rappelle la différence entre ce site est sous surveillance. Il n'est pas dit que le site était sous surveillance vidéo, donc c'est déjà une première action qui avait été mise par la commune pour dire que il y avait des passages d'agents communaux, ne fût-ce que les fossoyeurs, quand ils entretiennent le cimetière, veillent à son bon entretien et au respect du lieu. Le fait de le maintenir fermé, évidemment, n'est pas une solution au niveau tant du personnel que du respect de la liberté des familles de se rendre au cimetière en toute liberté sur les tombes de leurs proches. Parce que, si même nous avions un agent communal que pour aller tous les jours au matin, à partir du début de ses heures de service, ouvrir le cimetière, quid des gens qui veulent y passer avant 8h30, le week-end qui va aller ouvrir le cimetière et le refermer le soir. Donc déjà, mise en pratique,
au niveau communal, c'est quasi irréalisable. Moi, j'ai toujours aussi le malheureux souvenir de notre collègue bourgmestre qui était en charge, qui s'était attribué la charge d'ouvrir et de fermer le cimetière de son village et qui, à cette occasion-là, s'est fait assassiner. Hein, voilà, parce qu'il était notoirement connu que le bourgmestre se rendait tous les matins et tous les soirs pour sécuriser le cimetière. Maintenant, voilà, autant le respect aux morts et aux sépultures doit être assuré, autant la liberté pour les familles de pouvoir se rendre à tout moment sur les tombes doit être assurée également. Maintenant, voilà, la responsabilité communale s'arrête là, comme s'il y avait des dégradations sur votre maison, sur la façade de votre maison, sur votre propriété. Voilà, la commune n'est pas responsable. Ici, le site est communal, mais les emplacements sont effectivement privés et mis à disposition des familles. Donc voilà, c'est pas facile, mais ne rien faire, voilà, la pancarte a déjà été mise. Le fait que le site était sur surveillance, donc la proposition de juste signaler que c'est surveillé a déjà été faite. Ça ne suffit pas. Nous proposons de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire de placer de manière récurrente, non signalée à l'avance, cette caméra sur le même principe que les radars sur le bord des routes, où il n'y a pas toujours un appareil photographique dedans qui prend les contrevenants. Bon, ben voilà, c'est un peu le même principe, la peur de se dire, tiens, si jamais il y avait une caméra, je me ferais repérer. Voilà, et je pense que le compromis, tant au niveau de la population, peut comprendre que le site soit surveillance. De toute façon, l'utilisation des images ne sera faite que dans un cadre légal et qu'en cas de problème. Pensez bien que notre agent constatateur ou la police ne va pas passer son temps pour voir qui est allé toute la semaine au cimetière sur la tombe de ses proches. Voilà. Oui, ben je comprends bien. Et je ne pense pas avoir indiqué qu'on était pour une fermeture de la barrière. Ou, ceci étant, quand on est devant le site où il est mis sous surveillance, je pense que dans l'esprit des gens, d'un point de vue pratique, je pense que voilà, ça met un peu, pour moi en tout cas, le doute dans l'esprit des gens. Donc je ne discute pas du tout, et je ne suis pas du tout pour fermer ce type de barrière, et il ne tiendrait qu'à moi. On vivrait dans un monde parfait où ce genre de choses n'arriverait pas. Ceci étant, dans le cas présent, je ne faisais que de soulever le problème, de dire voilà, quelle responsabilité, j'emploie le conditionnel, pourrait être celle de la commune, sachant qu'on indique que le site est sous surveillance et que la barrière est en permanence grande ouverte. C'était un simple raisonnement. Donc je comprends, et je l'ai dit plusieurs fois, que techniquement parlant, ce n'était pas possible. Je comprenais bien qu'une personne ne va pas aller tous les matins ouvrir et tous les soirs refermer. Je ne faisais ici que de soulever la question. Je prends bonne note de la réponse et je remercie M. Richevin. Merci à vous. D'autres commentaires à ce sujet? Alors on peut passer au vote. Qui est pour le placement de cette caméra Antine? Qui est contre? Une voix contre. Alors le point suivant. Le règlement général de police administrative. Donc ce règlement est actualisé suite à l'entrée en vigueur du 29 novembre 2024 à l'arrêté du gouvernement wallon du 23 mai 2024 portant exécution du décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes relatifs au cours d'eau. Madame Plompteux. Oui, donc je vais peut-être resituer un petit peu la manière dont on travaille et surtout pour les nouveaux conseillers. Nous réalisons, enfin plutôt nous travaillons lors d'une réunion à la zone de police des Arches avec l'ensemble des bourgmestres et des personnes qui ont dans leur charge leur règlement de police, donc les agents administratifs. Et nous travaillons en fait en collaboration avec le chef de zone et différents inspecteurs
pour que ce règlement soit commun à l'ensemble des communes de la zone des Arches. Sinon, ça pose vraiment un problème et, par rapport au travail des différents agents. Si à Fernelmont on peut faire quelque chose et qu'à Andenne pas et qu'à Cesse, oui. Donc on essaye d'uniformiser le règlement de police, ce qui a déjà été fait d'ailleurs pour les anciens à maintes reprises lors de la mandature précédente. Ici, les changements sont vraiment des changements qui ont attrait à de nouvelles législations. Donc voilà, on n'invente pas des nouveaux articles, c'est plutôt par rapport aux arrêtés du gouvernement wallon du 23 mai 2024, surtout au niveau du code de l'eau, que nous ajoutons de manière juridique ces articles dans le règlement de police. Il y a quelques petites autres modifications également, mais qui ont attrait aussi à des législations différentes qui ont été prises par le gouvernement wallon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui, monsieur Anquet. Oui, mais de toute façon, on a nos conseillers aussi au conseil de police. Donc ça paraît tout à fait logique d'essayer d'arriver à une harmonisation entre les communes qui se jouxtent, je vais dire. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'on met l'intitulé, c'est Règlement général de police administrative, vous l'avez lu jusqu'au bout, modifiant divers textes relatifs aux cours d'eau. Et puis on parle de plein de choses qui n'ont rien à voir, notamment la prostitution. Je ne vois pas qu'il y ait un rapport avec les cours d'eau, mais il y a quand même pas mal d'autres éléments qui se trouvent dans le texte, qui ne sont pas en relation avec l'intitulé du texte, mais sans doute. Oui, c'est vrai que c'est en tout cas plusieurs changements, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu soit s'arrêter à modification sans faire... voilà. Madame Mailleux. Oui. Oh, pardon. Du coup, je disais, l'article 166 de la page 67, on parle de fonctionnaires sanctionnateurs. Il s'agit de qui? Voilà, donc nous avons, nous, un agent constatateur au sein de la commune et l'agent sanctionnateur fait partie de la région wallonne. Donc nous envoyons en fait nos PV à l'agent sanctionnateur, à la province, pardon. Ouf. Il y a tellement de niveaux de pouvoir, à la province. Et donc, par rapport au rapport qui était fait, l'agent sanctionnateur décidera ou pas s'il y a amende ou pas. Voilà. Et l'amende qui sera... S'il y a amende, en fait, l'amende revient dans le budget de la commune. Voilà. Ok. Alors, toujours une autre question, un petit détail. Oui, allez-y. Sur ce point-là, est-ce que vous savez pourquoi la médiation est facultative pour les adultes? Alors bon, j'imagine bien que ce n'est pas vous personnellement qui avez bossé sur le texte, donc je vous pose peut-être une colle, mais... Vous avez précisé le point dans le règlement? On est au même point, donc c'est toujours l'article 166, et donc page 67. C'est ajouté en plus. Oui, c'est dans la partie qui a été ajoutée. Ça a été ajouté parce qu'en fait, c'est la législation qui propose les choses comme ça. Donc, on a ajouté l'article proposé par la législation. On ne sait pas faire autrement. Merci. Oui, et monsieur avant, Aubot. ça n'existait pas. Donc, elle n'existait pas, cette possibilité de médiation. Hein. Pas du tout. C'est pour ça qu'on l'a ajouté. Ce qui est une bonne chose. Ok. Merci pour vos questions et les explications. Monsieur Aubot. Au niveau des sanctions administratives, oui. Donc rien n'a été modifié, mais on parle donc d'une amende maximum de 500 € et de 175 à partir du moment d'un mineur ayant 14 ans. Est-ce que les 175, ce n'est pas un peu léger? La majorité, je vais dire, la majorité des infractions, ainsi de suite, se font quand même, peut-être pas à 14 ans, mais une fois qu'on arrive à 15-16 ans, au niveau des bruits, au niveau... Enfin bon, ça me paraît un peu léger. Oui, mais malheureusement, enfin, je vous réponds tout de suite, en fait, le montant n'est pas décidé par la commune. Le montant est imposé par... voilà. Ok, merci. Ok, encore d'autres questions? Non? Ben voilà, c'est des points d'explication qui valent la peine d'être expliqués à tout le monde. S'il n'y a plus d'autres remarques de questions, on va passer au vote. Qui est pour
Unanimité. Alors, un point concernant l'enseignement. L'augmentation de l'encadrement des cadres maternels à l'implantation scolaire de Marchauvelette. Madame Paradis. Oui, donc à Marchauvelette, on passe de 3 emplois à 3 emplois et demi à compter du 24 mars, donc au vu du nombre d'enfants en maternelle. Des questions? Qui est pour? Unanimité. Alors, avant de clore cette séance publique et passer à huis clos, il y a une question ouverte d'actualité du groupe EPF et je donne la parole à Monsieur Anquet. Merci, Monsieur le Président. Les CPS sont à l'honneur aujourd'hui puisque, hasard de l'actualité, ils étaient occupés à manifester à Bruxelles et ça avait l'air d'être relativement sérieux. Alors, c'est vrai que le ministre De Ken a mis sur la table du gouvernement wallon, ce n'est pas encore voté par le Parlement, mais le fait qu'il va proposer la fusion obligatoire des CPS et des communes, en tout cas pour les communes qui ont moins de 10 000 habitants. Nous sommes à 8 500, donc forcément, on est concerné. Alors, on compte en Wallonie à peu près 140 communes de moins de 10 000 habitants, où il y a forcément une administration communale, il y a une administration pour le CPS, il y a un conseil communal, il y a un conseil du CPS, il y a un bureau permanent, il y a souvent 2 directions générales, il y a parfois 1 ou 2 directeurs financiers. Bref, selon les propos du ministre, des structures dédoublées, et je le cite, sur un territoire relativement petit, avec en final des équipes qui perdent en efficacité et qui coûtent plus cher à la collectivité. Conséquence, il prévoit que l'administration générale des CPS et des communes fusionne, on pourrait parler même d'absorption finalement, pour gagner en efficacité, avec un seul conseil communal, donc fini le conseil du CPS, une seule direction générale, non plus 2, une seule direction financière. J'ai mis un directeur financier, mais c'est un peu genré, donc je me reprends, je dis une direction financière. Il n'y aurait donc plus de conseil du CPS, plus de bureau permanent, plus de DG, plus de DF au CPS. Gain pour la Wallonie, selon le ministre, en additionnant les 140 communes de moins de 10 000 habitants, pratiquement 12 millions de récupérés. Alors chez nous, on le sait, puisqu'on intervient chaque année sur le sujet, puisqu'il y a une réunion obligatoire où on parle justement des synergies qui sont organisées entre le CPS et la commune. On sait que chez nous, les synergies sont déjà très nombreuses, puisqu'il y a un partage des compétences, du personnel, des infrastructures, du matériel, des ressources. Et c'est vrai qu'à chaque occasion, je vous demandais, tiens, s'il n'y aurait pas une utilité, puisque la Flandre est fort en avance par rapport à nous, aller un peu plus loin dans ces fusions-absorptions, s'il n'y a pas moyen d'avoir un peu plus de synergie entre le CPS et la commune. Et à chaque fois, c'est vrai, vous vous êtes montré dubitatif, et vous m'avez dit, j'ai mis ici au féminin. Mais entre communes, oui, pas CPS commune. Okay. Enfin, mais même, ou alors c'était Pascal. Mais c'est vrai qu'il y avait une petite réticence de se dire, mais non, on ne va pas fusionner ensemble. Ça marche bien comme ça aujourd'hui, pourquoi faudrait-il aller plus loin? Mais aujourd'hui, voilà, on est au pied du mur, et donc j'aurais voulu connaître votre positionnement par rapport à cette probable fusion. Je suppose que Pascal qui va me répondre. Non, ben voilà. Quels avantages, surtout quels inconvénients voyez-vous? Parce que c'est vrai que ça gronde un petit peu dans toutes les communes. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce sujet-là, même si ce sont nos ministres, ce qui est assez paradoxal. Et y a-t-il une mobilisation des autres bourgmestres pour aller, pour essayer d'infléchir la vie du ministre, puisqu'on sait bien que ici autour de Fernelmont, on a quand même pas mal de communes, comme Gèvres, Voë, Acès, qui sont dans le même cas que nous finalement. Voilà, merci de vos réponses. Donc, vous aurez compris, Monsieur Anquet, que c'est Madame la bourgmestre qui vous répond. Oui, je vais commencer, puis Pascal pourra peut-être ajouter quelque chose par après. Donc, évidemment, j'ai pris connaissance, comme vous, de la réforme proposée par le gouvernement wallon en sa séance du 17 avril. Je ne vais pas rappeler, évidemment, vous venez de rappeler les différentes propositions. Cette volonté de fusion, c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle quand même que lors des mandatures précédentes, on en parlait déjà. Peut-être un peu moins détaillé, mais on en parlait déjà. Et on ne peut pas se cacher non plus qu'on entame une mandature où nous devons et nous devrons encore plus faire preuve de prudence budgétaire. Alors à Fernelmont, on a beaucoup de chance puisqu'on travaille déjà pas mal en synergie, comme vous l'avez relevé, que ce soit déjà au niveau d'un bâtiment commun, ce qu'il n'y a pas partout dans d'autres communes de moins de 10 000 habitants,
que ce soit le directeur financier et encore d'autres charges qu'on vous présente chaque fois lors du rapport annuel. Voilà, moi, à titre personnel, je pense que ces synergies peuvent et doivent encore plus prendre d'ampleur. Et d'ailleurs, cette année-ci, en plus des synergies proposées, on aura une autre synergie puisque le PST sera commun entre la commune et le CPS. Nous y travaillons ensemble et ça, je pense que c'est un point positif. L'idée de partager certains postes administratifs me semble de bon ton. Par exemple, le patrimoine, le logement, les ouvriers. Je pense que ce genre de choses nous permettraient d'engendrer des économies, mais aussi d'avoir un travail peut-être qui soit plus transversal. Donc cette idée, je pense qu'elle peut être partagée. Ce travail collaboratif, pour moi, je pense que c'est un travail qui pourrait être fait de manière assez facile, en tout cas, enfin, plus facile à mettre sur pied que certaines autres idées proposées par cette réforme. Alors, envisager d'avoir un seul organe qui serait le conseil communal, oui, pour traiter les points administratifs, et ça, Pascal entrera peut-être plus tout à l'heure dans le vif du sujet, mais pour moi, ça allongera vraiment, pour nous en tout cas, ça allongera vraiment le délai de décision. Donc voilà. Et là où j'appelle vraiment à la prudence, et je pense que là nous devons être prudents et le faire savoir, c'est que le CPS doit garder son autonomie sociale, hein, qui est avant tout, voilà, c'est important. Ce rôle, ils ont un rôle d'aide qui doit rester l'affaire, moi je pense, de professionnels qui doivent décider en toute indépendance, et ce aussi dans le secret professionnel. Et là aussi, je pense que ça pourrait coincer. Alors, s'il y a réforme, je pense que ça doit se faire par étapes, et surtout en concertation avec les CPS, en concertation avec les communes, en concertation avec la réalité de terrain, en concertation aussi avec la fédération du CPS qui a déjà, je pense, voilà, fait savoir et connaître sa voix, et Pascal pourra en parler plus tout à l'heure, mais aussi surtout dans le respect des personnes fragilisées. Et ça, je voudrais vraiment mettre en avant, en fait, que le CPS est là pour les personnes fragilisées. Et je pense que ça doit rester un lieu où les discussions doivent être faites en toute indépendance, et je le redis, avec un secret professionnel. Alors, si on arrive à cette réforme, quid des moyens ? Voilà, je pense que l'enveloppe proposée là ne suffira pas. C'est mon avis. Alors, au niveau des bourgmestres, nous n'avons pas encore eu... il y a un peu aujourd'hui, nous avons un groupe, un petit peu de discussion sur le sujet, mais nous n'avons pas encore abordé ce sujet. Le sujet qui était plutôt abordé, c'était plutôt les 2 ans de chômage et l'impact sur les CPS, mais pas encore cette proposition de réforme. Je suis certaine que ça viendra à un moment ou l'autre, et je ne manquerai pas évidemment de revenir avec vous avec les différents points et discussions que nous aurons avec les différents bourgmestres par rapport à cette proposition de fusion. Je peux peut-être laisser la parole à Pascal s'il veut ajouter quelque chose de son côté. Oui, mais très rapidement, je pense qu'ici le tour qui a été fait est bien complet, bien clair. Je pense qu'il y a vraiment un point d'intérêt, de multiples points d'intérêt à pouvoir, en tout cas, allez, on va parler de fusion, mais c'est peut-être autre chose qu'il faudra faire, mais fusionner CPS et administration pour tout ce qui concerne l'administratif. Là, je pense que vraiment tout le monde serait gagnant. Maintenant, je ne pense pas que notre directrice générale s'ennuie à l'heure actuelle, et donc pouvoir en plus avoir la charge de tout l'administratif, parce que c'est énorme aussi au niveau d'un CPS, c'est juste pas possible. Donc ça veut dire que de toute façon, les économies telles qu'elles sont proposées à l'heure actuelle dans les textes, c'est un appât, mais que la réalité, elle ne sera pas celle-là. Donc je pense qu'il faut qu'on privilégie plus l'efficacité à
une simple vision économique dans laquelle on a l'air de s'inscrire à l'heure actuelle. En parallèle avec ça, je pense qu'il faut vraiment, comme Madame la bourgmestre a signalé, être extrêmement prudent par rapport à la gestion des situations personnelles, où là, il faut qu'on reste prudent dans la manière dont ça va être traité, et surtout qu'on garde bien en tête que ces situations sociales doivent être gérées par les professionnels, c'est-à-dire les assistantes sociales, et pas par le politique. Je pense que là, moins il y a d'intervention politique, et mieux c'est. Mais pour le reste, il y avait un point intéressant dans ce qui avait été proposé aussi, c'était que le conseil en fait communal ou le conseil qui serait créé serait chargé d'établir un plan décisionnel pour assurer l'égalité de traitement des citoyens. C'est quelque chose qu'on a déjà fait au niveau du CPS. Donc on a, de manière à pouvoir s'assurer que toutes les assistantes sociales fonctionnent de la même manière et une approche d'équité envers nos citoyens, il y a ces différents plans qui ont déjà été établis pour lesquels les choix se font selon des arbres décisionnels et pas sur base subjective. Donc là, je pense que c'est déjà une réponse, mais je veux vraiment dissocier l'aspect purement social qui doit être laissé, pour moi, dans les mains des professionnels de l'action sociale, de l'aspect administratif, où là, effectivement, je pense qu'il y a un gros travail à faire qui pourrait être assez rapide, synergie encore complémentaire. Monsieur Anquet, voilà, vous voulez réagir? Vos éléments de réponse, c'est vrai que on perçoit ici, comme dans d'autres secteurs, hein, le décalage qu'il y a entre des décisions qui sont prises au-dessus, sans nécessairement percevoir l'impact que ça a dans la réalité quotidienne des gens. Parce que c'est vrai que sur papier, c'est facile de dire, on supprime le conseil du CPS, on paye 125 € en moins à X conseillers, une dizaine, fois X réunions par an, ça fait autant de récupérer. Mais c'est vrai qu'ici, on parle de personnes, et donc même suppression du bureau permanent, qui va prendre les décisions, c'est jamais évident. Donc moi, je pense qu'il faut remonter, puisque nos partis sont au pouvoir, je l'ai dit nos partis, mais non, mais les nôtres, oui, pour leur faire au moins les informer sur ce qui se passe dans la réalité, parce que je ne pense pas que François Dequesne ait été bourgmestre ou un mandataire local. Donc, au plus il sera au courant des réalités telles qu'on les vit sur le terrain, au plus je pense qu'il pourra affiner son texte en essayant de respecter ce qu'on vit sur le terrain. Tout à fait. J'ajoute juste que quand même dans la déclaration, concertation est prévue. Hein, concertation avec la Fédération des CPS, concertation avec... voilà. Mais je pense également qu'il est important qu'à notre niveau, nous fassions aussi remonter nos craintes, nos points positifs. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites, mais il y a des choses sur lesquelles on doit peut-être l'informer, en tout cas, et informer le gouvernement wallon par rapport toujours à... Oui, vas-y Pascal, parce que je perds le fil de mes idées là. Mais si on fait remonter, je pense qu'en termes d'actualité, ce serait bien de faire remonter aussi que recevoir des budgets en 2027 pour couvrir le fait qu'on va peut-être avoir des dizaines, voire plus de personnes qui vont venir frapper à la porte du CPS en 2026, ça va poser quand même un très sérieux problème, et qu'au-delà des économies qu'on voudrait faire avec la prochaine éventuelle fusion, il va falloir quand même méchamment repenser le financement, parce qu'on va avoir besoin d'humains pour pouvoir gérer toutes les personnes qui vont venir et les accompagner pour essayer de retrouver du travail et d'avancer dans un truc. Ça veut dire que les engagements devront être plus importants, et ça, ce sera vraiment à charge du CPS, donc de la commune. Vous pouvez poser une question orale au collège. Oui. Merci pour la question et pour les réponses par les membres du collège. Oui, Madame Mailleux, allez-y. J'ai envie de faire une toute petite remarque. Je souhaite vous féliciter dans votre volonté de prendre soin des personnes précarisées, de ne pas les oublier dans toute cette histoire. Merci à vous. Ceci clôt la séance publique. Je remercie le public présent et les gens qui nous suivaient en ligne. Et on va passer dans quelques instants au huis clos.